Qu'est-ce qu'il fout? Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et où est-ce qu'il est, ce con de perchman? C'est fin, c'est très fin, ça se mange ça. Moteur! Oh putain, moteur! Et bonjour! Bienvenue dans On n'est pas filmé, 8e émission alors spéciale, je sais que beaucoup aiment ce genre... Non, tu rages déjà. Je tiens à dire qu'on a un retour d'une grande icône des podcasts cinéma sur Station B, puisque évidemment On n'est pas filmé, c'est la référence à Caen pour tous les podcasts de cinéma, on le sait bien, on voit vos retours et on vous aime, ne vous inquiétez pas, on le sait très bien. Nous avons Lazare, votre chouchou, qui est de retour justement. Bonjour Lazare, comment vas-tu? Bonjour, très content d'être là. C'est un changement, on voit vraiment que tu as changé de physique, t'es plus le même, il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Oui, en signe de soutien à ton cancer, bien évidemment. Donc, oui. Bah, non, c'est pas ça. Non, c'est une calvitie. Ah ouais, merde. Et ouais. Mais en soutien aussi. Oui, alors, oui. Bah, moi, j'ai fait d'autres choses par soutien, mais pas pour les calvicieux, t'es pas obligé, quoi. Non, mais allez, on avance. Non, bah oui, complètement, il a bidé, mais c'est pas très grave. Un autre qui bide assez souvent, c'est Joshua. Bonjour Joshua. Comment vas-tu? Ouais, je suis pas fan de l'adhésion de calvitie à Lazare aussi, je te rejoins là-dessus, Ben. D'accord, bah écoute, c'est un vrai soutien au moins de ta part, j'espère, cette fois-ci sur cette émission, puisque beaucoup de gens ont expliqué qu'ils en avaient marre de cette haine entre nous, qu'ils souhaitaient de l'amour davantage, puisqu'il y a assez de haine dans ce monde. Jean-Ma est parti. Donc maintenant, il faut quand même passer à l'amour, désormais. Exact. 2025, c'est l'année de l'amour. Comme disait Bob Marley, One Love. Waouh. Ah non, tu m'insupportes avec tes références, par contre. Hein. Vraiment, ça va m'énerver. On a une personnalité, préférée des Français, qui est autour de la table cette fois-ci, qui n'est pas à la régie. On a Zéphyr. Comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien. J'ai enfin trouvé les clés pour sortir de la régie et Marion m'a laissé prendre 1 ou 2 jours off, donc voilà, je me retrouve ici. Je vais vous parler. T'as mangé depuis ? Parce que je sais que t'avais, t'étais privé. On m'a nourri, effectivement. Il y a une association qui m'est venue en aide, mais j'en parlerai plus tard. Ah ok, très bien. Une association connue ? Resto du... Faut que j'improvise un truc. L'association de soutien aux jeunes régisseurs kidnappés. Ah ouais, c'est une association. Très bien. Tu nous donneras le lien. Ouais, je vous enverrai Je cliquerai jamais. Et on a Evan, tout nouveau, comment vas-tu ? Bonjour, merci beaucoup, ça va ? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, apparemment, c'est ton anniversaire. Et oui, tout ça te fait quel âge ? Bon anniversaire, tout le monde, bon anniversaire. Merci. Ça te fait quel âge ? Ça me fait 24. Là. On s'en fout, on n'est pas filmé, on va parler de cinéma aujourd'hui. Le thème, c'est les vampires, puisque plus particulièrement, on va parler du film Nosferatu. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Mais avant tout cela, évidemment, avant ces débats mouvementés comme vous aimez évidemment sur cette émission On n'est pas filmé, nous avons la revue d'actu et cette fois-ci, c'est Zéphyr qui s'en charge. Alors, quelles actualités as-tu à nous donner sur ce mois de janvier ? Et bien sûr, le mois de janvier, j'ai tout d'abord le Festival Télérama, c'est relié au Cinéma Luxe, on fait plein de séances là-bas. Il y a quelques noms de films qui vont y être diffusés, j'ai pas encore les dates de la plupart d'entre eux, mais on a Les Graines du Figuier Sauvage, Miséricorde, L'Histoire de Suleiman, Flo, La Zone d'Intérêt, Emilia Pérez, dont on reparlera dans cette revue d'actu, All We Imagine Is Light et Le Mal n'existe pas. On a aussi une avant-première de Mon Gâteau Préféré, de Mariam Moghadam et Betash Sania, le vendredi 24 janvier à 20h30, donc au Luxe. Et une avant-première de A Real Pain de Jesse Eisenberg à l'Amphidor le 28 janvier à 20h. Ensuite, vu qu'on parlait de Nosferatu tout à l'heure, effectivement, on a Nosferatu qui passe à l'Amphidor le 21 janvier, donc pas longtemps après la sortie de cette émission, à 20h. Je vous invite à aller le voir pour vous faire votre propre avis, on parlera d'une autre tout à l'heure. Et du côté du Café des Images, on a un café basketball avec le film Ifus, baseball, oui pardon, pas basketball, merci Lazare, oui. C'est comme 2 sports différents. Avec le film Ifus, que je ne connais pas, mais qui parle de baseball, donc café baseball, c'est assez inédit, ça vaut le coup d'en parler. Et le festival Les Mycéliades, un festival de films de SF au Café des Images, avec le 1er février I'm Your Man, c'est un film sur une scientifique qui accepte de vivre avec un robot qui a pour seul but de la rendre heureuse. Ça a l'air plutôt sympa, je ne connais pas. Et ensuite les classiques Akira et Matrix, respectivement le 2 et 4 février, donc au Café des Images. Sinon, en d'hiver, on a Bad Black, un film du Wak Hollywood qui est passé du coup à l'heure où vous écoutez cette émission. Et quelle soirée! Et quelle soirée ça a été, effectivement, on s'en souvient déjà. C'est explosif, hein. D'ailleurs, plus jamais ce que t'as fait. Hein. Plus jamais, ouais, non, j'ai fait un truc vraiment inacceptable. Jean-Ma est mort, c'est fini la haine. Encore une fois, je vais le préciser. Oui, c'était l'occasion d'en parler en plus, voilà.
c'est l'actu aussi un peu quelque part. Brûlante. Mais donc voilà, vous avez raté la soirée Bad Black, mais je vous invite à aller voir sur YouTube le documentaire qui se trouve autour de l'équipe, parce que c'est des films très indés qui sont faits dans les bidonvilles de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Et du coup, c'est des films qui ont une gueule pas possible, qui sont super à regarder et carrément amateurs, donc ça fait plaisir. Avec une voix off incroyable. Avec une voix off tout le long du film, qui est un hilarant. parti pris, qui est un espèce de MC tout le long du film, qui commente les dialogues et les actions des personnages. C'est fabuleux. Meilleure idée de film en fait à proposer. Je pense qu'il faut toujours commenter n'importe quel Et film. c'est hyper novateur. Et il y a d'autres films européens qui l'ont fait, et eux... Oui, c'était trop sérieux. Là, moi, je veux quelque chose de... C'était Voilà. trop, c'est trop Je veux que normé, justement quoi. le réalisateur dynamite son film et qu'il le gâche à moitié, comme ça le rend encore meilleur, je trouve. Moi, c'est vraiment, c'est pour ça que ça a été une soirée mémorable. Et donc, du coup, tu nous avais dit donc possiblement sur Emilia Pérez. Et bah Emilia Pérez, moi je veux juste donner un petit peu l'évidence. Emilia Pérez qui a gagné 4 Golden Globes quand même. Bravo à toute l'équipe Oui, du bon. film, etc. Je ne l'ai pas vu encore moi. Donc Tu surfes sur le racisme. Non, sur la fame Emilia uniquement. Pérez a aussi eu une énorme polémique en ce moment au Mexique. Mais alors, Parce énorme. que c'est un réal français qui reprend des codes hispaniques. Ouais, et qui en fait parle justement, Emilia Pérez à un moment parle justement des décès face aux mafias au mexicaines, cartel, etc. d'accord. Au cartel, pardon. Et justement, il se tape une polémique, mais pas possible. Et Jacques Audiard est détesté des Mexicains désormais. Voilà, ça c'est une revue d'actu, mon gars. Puis ouais, les Américains ont connu son nom maintenant, donc ça va traîner sur tous Et les ils ont réseaux. ragé aux Golden Globes comme jamais, du coup. Genre, Bah oui, parce vraiment, qu'en face, il y avait possiblement Sonic 3 ou des trucs de ce style, donc ils auraient voulu faire gagner leur film de non, cœur. il y avait le film de Luca Guadagnino, Challengers, et il est sorti de la salle. Parce qu'il n'a pas gagné, il est sorti direct parce que vraiment il a dit bah non, c'était moi qui devais gagner. Eh ben, je ne connais pas ce type, mais... C'est pas une blague. Voilà. Oui, On j'ai l'adore regardé, au village. j'ai regardé 3h du matin, voilà, avec des insomnies pas possibles, j'ai regardé. Et sachez que les Golden Globes, c'est insupportable à regarder. J'ai jamais vu une cérémonie pareille. En réalité, je vous le donne en mille. Quand vous avez une cérémonie, normalement, tout est animé, vous avez des gens qui viennent, qui présentent ou autre. Aux Golden Globes, comme ils mangent et comme ils sont en train de faire leur petit apéro, c'est pour ça qu'ils sont souvent bourrés d'ailleurs, aux Golden Globes, anecdote, et ben, vous avez toujours 2 récompenses par 2 récompenses et 5 à 10 minutes de pause entre chaque récompense où il n'y a rien. Donc il faut attendre comme ça et vous avez des commentateurs comme ça qui disent oui bon bah là il y a eu cette récompense, oui on vient de le voir il y a 2 minutes, oui donc là on va être sur la prochaine catégorie et ils se répètent en permanence. Toutes les stars boivent leur coup dans le fond. Et ils sont bourrés, c'est Et insupportable. ils mangent leur Et ils te disent coleslaw, tous je suis bourré mais j'adore ma famille, c'est génial. Enfin bref. Donc cérémonie insupportable, je tiens à le préciser Joshua, oui, en parlant d'insupportable. Et en parlant de famille, il y a quand même Vin Diesel qui a dit bonjour à Dwayne Johnson. C'est vrai, ça tu tiens à le Ce qui est préciser parce remarquable, que... c'est remarquable. Et aussi, c'est vrai qu'il y a aussi un peu un fond puant aussi dans les Golden Globes. C'est la séparation entre les films de drame et les comédies, comme si que les deux... On va Oui. en parler. Enfin, on va en parler. Oui, parce que Emilia Pérez, d'accord, ok, c'est une comédie musicale, mais bon, vu les thèmes, justement, ça peut être considéré comme un drame. Comique, ouais. Bah, Puis, vu la fin, bon. la série The Bear qui gagne toujours meilleure Oui. comédie, alors que si j'ai bien compris, ça va faire 3 saisons que c'est plus du tout une Oui, comédie. complètement. Donc, clairement, là-dessus, il y a toujours à réajuster. On verra par rapport aux Oscars quels sont les possibles nommés, mais pour l'instant, ça n'a pas été encore dévoilé. Non, il me semble pas. J'ai fait des rimes de partout. C'est beau, tu vas te lancer dans le rap. Oui, bah D-Fool apparemment c'est mon idole, donc voilà. DJ D-Fool, ton nom de scène. En parlant de tout cela, on a aussi des attentes potentielles sur cette année qu'on voulait vous présenter un petit peu autour de cette table. Déjà Lazare, il y a une évidence qui va sortir en avril, un film de Bong Joon-ho qu'on attend particulièrement, c'est Mickey 17. Et oui, Mickey 17 qui d'ailleurs ne sort plus en avril. Qui Ah va bon, sortir. encore Ouais, c'est Non, mais c'est pas insupportable possible. ce film. J'en ai marre. Ah non, mais Il sort quand Il sort en mars, je sais pas exactement la date. ok. J'ai cru que... Mais bah pour le coup, je suis assez hypé. Je suis pas hyper fan des films américains de Bong Joon-ho, mais quand même curieux de voir ça. Ah, t'as pas aimé Snowpiercer par exemple? Snowpiercer, non, j'ai pas aimé. Snowpiercer, pas mal. Mais non, on va peut-être, si jamais on pourrait faire une nuit science-fiction, ce serait incroyable. Encore? Et oui, hein, les vieilles, voilà. J'ai plus la suite de la. Non, Il a mais pas su argumenter. non, bah forcément, c'est une évidence. On doit faire une nuit dans les gros films qu'il y a dans ces mois à venir. C'est quand même celui-ci. Oui, et Joshua? Mon prénom, c'est Zéphyr.
Pardon, il n'y Zéphyr. a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il me manquait juste un petit truc un peu joyeux dans la revue d'actu aussi, c'est que Demi Moore donc, a été récompensée aux Golden Globes pour son rôle dans The Substance. Elle a été récompensée aussi du coup pour un film comique selon les Golden Globes. Et le making-of de The Substance est dispo sur YouTube, sur la chaîne de Mubi. Je vous invite à aller le voir, il dure 28 minutes et il est vachement bien Il est et passionnant, très informatif. J'ai adoré le making-of et surtout sur la dernière scène, la scène finale, comment il produisait justement cet amas de jouissance, on va dire entre guillemets. Eh bien écoutez, merci beaucoup par rapport à cela. On a une autre attente de Joshua, même si elle n'est pas importante, vas-y très vite parce que j'en suis sûr ça va être un film chiant comme pas possible. Oh là. Alors vous allez me huer parce qu'en plus c'est un film Netflix. Non, c'est vrai ? Tu nous fais vraiment une attente de l'année, un film Netflix ? C'est le nouveau film du réalisateur de The Raid, Gareth Evans, Ouais. qu'on attend depuis très très longtemps. C'est le film le plus cher jamais tourné au Pays de Galles, Oui, pour l'instant ça m'intéresse, vas-y. avec Tom Hardy qui revient dans un bon film d'action. Ah, Et sur donc, Netflix. Ah ouais, mais bon, c'est quand même le mec qui est derrière The Raid, et si t'as vu Gang of London, tu sais que le mec a toujours de la patate et c'est toujours le Tu meilleur. t'es en trompé termes- d'émission en fait. Là on parle de cinéma, on parle pas de streaming SVOD ou autre. Si tu veux, tu vas faire des émissions. Hélas, le cinéma veut pas le financer, mais Oh, bah oui, mais bon, en même temps, c'est pas la peine de le présenter quand même pour une plateforme comme Netflix. des fois ça leur arrive malheureusement une fois tous les de faire un bon film. Oui, mais comme plein d'autres plateformes, mais certaines plateformes les présentent quand même au cinéma. Mm. Pas Netflix. Tu m'as Je déçu sais là-dessus. Tu m'as vraiment déçu. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Qu'est-ce qu'il fout? Et donc, comme le thème c'était les films de vampires, évidemment, la dernière grosse sortie, donc le 25 décembre en France, c'était Nosferatu de Robert Eggers, un film qui a eu son petit succès, on va dire, en France, surtout aux États-Unis, où il est déjà annoncé comme director's cut potentiel sur les SVOD et potentiel aussi sortie physique. Donc, Nosferatu, qui n'est pas une figure anodine, puisque c'est une figure qui existe depuis plus d'une centaine d'années, mais quelle est-elle et qu'est-ce que ça représente en soi aujourd'hui, Nosferatu, Evan ? Eh ben oui, tout à fait. Nosferatu, c'est une figure aujourd'hui hyper importante au cinéma. Je vais faire très rapidement une comparaison justement entre les Nosferatu qu'on a eu au cinéma pour, sans trop non plus aller dans les détails et vraiment les comparer élément par élément, mais pour voir justement qu'est-ce qui a pu se dégager justement de cette figure à travers les films. Et donc le premier Nosferatu, on le sait tous, c'est un film de Friedrich Wilhelm Murnau qui est sorti en 1922. Et donc, pour la petite histoire, c'est une adaptation non officielle de Dracula de Bram Stoker, sorti en 1897. Et donc, à l'époque, ils voulaient faire une adaptation du Dracula de Bram Stoker. Et ils ont eu des problèmes de droits d'auteur à l'époque. Et donc, ce qui a fait que pour faire ce film, ils ont dû modifier les noms des personnages, le lieu de l'action, donc cette fois-ci c'est en Allemagne que ça se passe, et malgré le respect global de la trame narrative. Et donc ça a donné Nosferatu. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Nosferatu de Murnau ? C'est un pilier du cinéma allemand, un pilier du cinéma muet, et c'est vrai que quand on revoit le film aujourd'hui, clairement il y a des qualités qui s'en dégagent, c'est-à-dire que il y a un sens de la narration et de la mise en scène. C'est un film qui globalement est hyper fluide, hyper efficace, qui est extrêmement bien composé pour l'époque et dont certaines images sont évidemment devenues cultes avec le temps. Et donc Nosferatu, c'est un personnage qui a d'emblée marqué l'histoire du cinéma par et à travers l'image. C'est-à-dire que son apparence physique, la manière dont il est mis en scène, ça a créé une nouvelle figure du cinéma d'horreur. Et j'ai même envie de dire peut-être même plus que Dracula si ça se trouve, parce que là on est sur un personnage ou une figure qui est purement cinématographique, c'est-à-dire que là il a vraiment été créé pour le cinéma d'après justement ce Dracula de Bram Stoker. Et donc Nosferatu, aujourd'hui c'est 3 films extrêmement différents, séparés de plus d'un siècle aujourd'hui avec celui d'Eggers qui est sorti donc en 2024. Et donc Nosferatu, on a eu un deuxième Nosferatu, celui de Werner Herzog, sorti en 1979, donc Nosferatu, fantôme de la nuit. Et donc là, on est sur un registre complètement différent, c'est-à-dire que avec son Nosferatu, Werner Herzog, lui, ce qu'il veut en 79, c'est revenir à la source, aux racines de ce qui a pu
à un moment faire la grandeur du cinéma allemand. Donc lui, c'est vraiment une volonté de renouer avec l'identité culturelle du pays, de la faire perdurer, parce que forcément le cinéma allemand dans les années 70 n'est plus du tout le même que dans les années 20. Et par ailleurs, là-dessus, il y a un choix qui est intéressant et qui est fait par Werner Herzog, c'est qu'il conserve en quelque sorte la mémoire de Nosferatu, il reprend cette figure dans cette adaptation, alors que d'un autre côté, à contrario, il reprend aussi les noms des personnages du roman de Bram Stoker. C'est-à-dire que tous les personnages ont les noms des personnages du roman. Et donc, quelque part, il y a un espèce de mélange entre ces deux figures qui ici se rejoignent, ont une forme de cristallisation. C'est-à-dire que Nosferatu, en 79, a tellement une signification encore plus importante en Allemagne, une véritable identité, on peut dire, qu'il devient d'une certaine manière l'équivalent cinématographique d'un Dracula et qu'il dépasse maintenant son simple statut d'adaptation, ce qu'il était au départ. Et c'est vrai que Werner Herzog dira lui-même que pour lui, Nosferatu, c'est le plus grand film qui a jamais été réalisé et qui a jamais été fait en Allemagne. Et donc, il y a évidemment beaucoup de changements dans ce Nosferatu de Herzog. Je vais évidemment pas tout lister, mais l'un des grands changements de ce Nosferatu, c'est que on est face cette fois à un Nosferatu qui est pathétique au sens littéral du terme, vraiment, est complètement affaibli et il devient, enfin en tout cas Herzog en fait une véritable figure tragique. C'est-à-dire que la psychologie du personnage est davantage accentuée dans ce film. On a par exemple le malheur d'être immortel. Il y a plusieurs scènes où vraiment on voit que Nosferatu éprouve ce malheur d'être immortel. Il y a aussi une volonté d'éprouver un amour qui est aussi fort que celui du couple Jonathan-Lucy, qui est donc le couple du film. Et donc Nosferatu devient véritablement le cœur du film. Et avec toute la fatalité qui l'accompagne justement. Et il subit donc le cours de sa vie, il subit cette fatalité, et donc ce qui fait que maintenant avec Herzog, en tout cas à l'époque avec Herzog, ce n'est plus simplement un archétype du mal comme ça pouvait l'être dans le film de Murnau, c'est maintenant vraiment une figure complètement tragique qui emprunte quelque part le romantisme d'un Dracula, et c'est là aussi où c'est intéressant par rapport à ces deux figures et comment est-ce qu'elles se rencontrent, comment est-ce qu'elles se rejoignent quelque part. Et on est aussi face à un film qui est complètement plus pessimiste, parce que du coup, spoil de la fin du film, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas vu celui d'Herzog, mais à la fin, on est vraiment sur Jonathan, le personnage principal qui va justement voir ce fameux conte en Transylvanie. Il devient lui-même à la fin du film Nosferatu. Donc il y a un rapport aussi sur la transmission du mal, il y a un rapport sur la transmission de la fatalité, et on est sur une fin qui est complètement pessimiste et qui souligne aussi le caractère cyclique de cette existence hors de l'humanité. Et donc, c'est vrai qu'on est sur deux films, Murnau et Herzog, qui sont complètement différents. Et aujourd'hui, en fait, le fait que Werner Herzog et maintenant Robert Eggers, dont on va parler tout à l'heure, qui sont deux amoureux du matériau de base, ils l'ont dit plus d'une fois, ils sont vraiment très amoureux de cette histoire de Nosferatu. Et le fait que ces deux cinéastes fassent ou qu'ils aient pu faire des adaptations de Nosferatu, eh ben, ça dit quelque chose de la postérité et de l'importance aussi de ce mythe aujourd'hui au cinéma. Et pour toi justement, cette nouvelle adaptation 2024 de Nosferatu, est-ce que actualisée désormais, elle est intéressante? Est-ce qu'elle apporte un plus personnel toi par rapport à ce film? Quel était ton avis véritablement quand tu l'as vu? Eh ben, pour vraiment synthétiser un petit peu ce que j'ai pu en penser, moi déjà c'est un film que j'ai beaucoup aimé, Nosferatu de Robert Eggers. J'avais pas beaucoup d'attentes sur ce film. Au final, ça a été vraiment une belle surprise. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un film qui va venir rajouter des éléments au mythe, évidemment, et qui va surtout éclaircir des éléments qui n'étaient pas forcément dans les films avant, dans les films précédents. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... je sais pas si là on rentre vraiment dans les détails du film. On peut, ouais. Totalement. Moi, il y a un rajout que j'aime beaucoup dans le Nosferatu d'Eggers, c'est qu'il va venir éclaircir le lien qui unit donc Hélène, donc Lily Rose Depp, et vraiment la figure de Nosferatu. Et dès la séquence d'introduction, c'est la première séquence, c'est vraiment le caractère tragique du lien qui les unit, et qu'en fait il y a une espèce de rapport d'attraction, de répulsion entre les deux. Et ça, pour le coup, c'est un élément qui n'existe pas forcément dans le film de Murnau ou dans le film de Herzog, parce qu'au final, dans le film de Murnau et dans le film de Herzog, Nosferatu, il se retrouve à côté, en face de chez eux,
mais il sait pas en fait au début de chaque film que c'est Hélène vraiment qui habite là. Et donc ça, par exemple, c'est un des ajouts que j'ai trouvé intéressant. D'accord. Et justement, Zéphyr, je sais que toi, tu as un peu aussi apprécié ce visionnage, cette séance de films d'horreur tout de même. Alors toi, tu avais découvert quand même les autres Nosferatu auparavant, ou tu as découvert Nosferatu grâce à ce film? Alors j'avais beaucoup entendu parler du coup de la renommée de Nosferatu. J'ai pas vu le film de Herzog, j'ai vu le film Nosferatu de base de Murnau, qui est disponible, du coup c'est du domaine public il me semble, il est dispo sur YouTube et sur plein d'autres plateformes. Tout à fait. Moi j'ai bien aimé Nosferatu, et j'ai présenté le quiz juste avant sur les vampires et c'était vachement fun. Et ouais, j'ai beaucoup aimé le film, déjà le côté visuel qui reprend des cadres hyper, des tableaux gothiques hyper sombres. Robert Eggers, il fait ce qu'il adore faire, c'est-à-dire jouer avec des jeux d'ombre et de lumière, etc. Il y a beaucoup d'ombres très très marquées dans le film, avec des torches, avec des scènes qui se déroulent en pleine nuit, mais tu as un éclairage qui est complètement zigoto, si j'ose dire. Waouh. Effectivement, c'était le projet passion de Robert Eggers. Il dit qu'il a regardé Nosferatu à l'âge de 8 ou 9 ans, et que dès l'instant où il l'a regardé, il avait comme idée de le refaire à sa sauce. Au début, il voulait le faire en muet et en noir et blanc, mais en fait, il a fait The Lighthouse en noir et blanc avant, et je pense que ça l'a un peu dévié de la voie de le faire complètement en noir et blanc, en muet, faire un film un petit peu plus avec une patte un petit peu plus originale. Et déjà bravo aussi à tous les acteurs, ils sont super dedans. Lily Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård et Willem Dafoe qui sont le casting principal, mais aussi mention spéciale à Aaron Taylor Johnson qui joue également Craven le chasseur dans le dernier film. T'as fait un joli lien là, ouais. tu le valorises. Ouais. Et il joue franchement un bon rôle dans le film de Nosferatu. Dans le film de Eggers, pardon. Et à la sortie de séance, j'ai plusieurs potes qui m'ont dit étrangement, moi c'est ce personnage-là, je l'aime bien, le mec, le deuxième mari un peu tyrannique, un peu... Quelque part un peu plus humain que les autres, qui deviennent très vite des archétypes. Carrément un peu plus humain, qui se laisse emporter par ses émotions et tout. Et en parlant d'émotions, en fait, chez tous les acteurs, j'ai vu ça dans une interview Combini de Robert Eggers. En fait, il a donné aux acteurs comme référence la façon de jouer des émotions parfois caricaturales, qui vient du film Humilié et offensé de Andrei Andreevitch H. Pai, désolé si j'écorche le nom, d'après un texte de Dostoïevski. Il dit qu'il adore la tension russe entre le stoïcisme et l'explosion. En gros, c'est des personnages qui passent de très peu d'émotions à des émotions très très fortes, presque caricaturales, comme je disais au-dessus. Et en fait, c'est la source, je pense, on n'a pas encore entendu d'avis négatif dessus, mais ce jeu un petit peu bizarre, un peu des fois exacerbé, un peu avec un trait un peu grossi, ça a amené une partie du public à rire dans les avant-premières, etc. Notamment aux États-Unis, j'ai vu beaucoup de reviews de gens qui disaient c'est insupportable, on regarde un film d'horreur, tout le monde rigole. J'ai vu des mèmes aussi d'imitation de Lily Rose Depp qui est en train d'être possédée quelque part. Parce qu'elle a un jeu complètement... moi, je la trouve fabuleuse à l'écran. Et il y a aussi un potentiel un peu comique au scénario, faut le dire. Un triangle amoureux avec un vampire qui vient essayer de te gérer alors qu'il a 500 000 ans. C'est assez... Et puis vu qu'on connaît le scénario, on sait un peu où ça va, donc on peut rire de certaines performances et tout, mais c'est le parti pris et je trouve que ça marche plutôt bien. Et là, il fallait limite faire le son de cloche, puisque Lenny est tout chaud, tout flamme, et il commence... Oh putain, il commence déjà à vouloir se battre. C'est pas le même podcast, c'est l'autre. Non, arrête. Oui, t'es un peu emporté parce que le combat arrive dans 3 mois contre Thibaut InShape. Non, parce que je me suis battu pour avoir cette place déjà. Juste avant Ah oui, c'est vrai, t'as viré Joshua et t'as bien raison, Lenny, merci bien. Je suis très heureux de te retrouver, parce que la dernière émission, on t'a pas vu, tu nous as manqué. Les auditeurs l'ont dit. J'étais caché. Non, t'étais pas caché, t'étais complètement là, on t'avait pointé du doigt, donc j'étais quelque très part. discret. Oui, t'avais ta petite capuche. Voilà. Alors, revenons sur Nosferatu. Toi, pas du tout. Alors là, non. Tu vas nous dire, est-ce que justement c'est le jeu exacerbé qui t'a un petit peu décontenancé, ou c'est encore d'autres choses que tu voulais pointer sur ce film? Non, parce que le jeu d'acteur, c'est même pas spécialement ce qui, moi, m'a sorti du film. Non, ce qui m'a sorti du film, c'est... excusez-moi, mais j'aimerais avoir des personnages, en fait. C'est-à-dire que le film passe son temps à dire il y a une romance, il y a une histoire d'amour entre ces personnages. On a Lily Rose Depp, elle se sentait seule avant. Excuse-moi, est-ce que le film peut me le montrer? Parce que c'est bien, les personnages le disent, je ne le vois pas. C'est-à-dire que je passe plus de temps justement avec l'acteur, certes, de Craven le chasseur, mais personnellement, moi, c'est surtout un Kick-Ass. Voilà.
on passe tellement de temps Chacun avec ses lui références, que... Oui, hein. voilà, écoute. Hein. Bon, j'espère que Kick-Ass est considéré un peu comme un meilleur film que Craven. Chacun Mais ses bref. goûts. Oui, J'ai de adoré. fait. Écoute, tant mieux. Mais le fait est que pour moi, c'est un peu le gros problème. C'est-à-dire qu'on a très rapidement, au tout début du film, une séparation du couple, ce qui, pourquoi pas, peut très bien suivre l'original de Nosferatu. Et c'est le truc, c'est que il rajoute des choses. Ok. Quelle est son idée pour réinventer la figure de Nosferatu, le vampire, l'être ultime? On va lui mettre une moustache. Et pas que. Et il va avoir un grand manteau et des mains dégueulasses et il va être dans les ténèbres et rien. Et attends, je te rien. donne un indice, il est un peu moins ça. Oui, non mais pitié, quoi. Je suis désolé, le côté chauve si tu veux, mais c'est... Il est et non, il est moins. Non mais peu importe, c'est-à-dire que... Il y a une partie des cheveux, hein, quand même. C'est à Plus la que fois moi. caricatural et en même temps cette idée qui était déjà évoquée au micro de l'émission, notamment lorsque vous parliez de la bande-annonce, où il avait fait le choix, en tout cas en termes de communication, c'était Très fait bon de- choix. de ne pas montrer la créature, de ne pas montrer Nosferatu. C'était une bonne idée, hein, Oui, oui. soyons parfaitement honnêtes, que ce soit même sans, en dehors de mon appréciation du film, c'était un principe assez intéressant. Ça donnait envie de voir le choix qui a été fait. Bon, bah écoutez, c'est une espèce de mec des Balkans qui fait facile 2 mètres, qui parle avec un accent à couper au couteau, qui doit très certainement être très impressionnant pour des Américains, mais personnellement, oui, peut me provoquer un rire, mais bon, vu que le gars n'a pas spécialement grande activité, je sais pas, je me suis retrouvé frustré avec un film qui est très très beau, qui, comme on l'a dit, a une plastique magnifique. Bon, parfois à des plans où je pense que c'était l'équipe B, ils ont oublié, fallait cadrer un tout petit peu plus à côté, c'est dommage, ça cut, bon tant pis, on passe à autre chose, mais c'est encore une fois une forme de frustration où je me dis, il manque pas grand chose pour que le film soit bon. Genre un message. Parce que c'est très bien là-dessus de vouloir refaire là-dessus cet hommage à Nosferatu, parce que c'était déjà quelque chose qu'il avait fait avant même son film The Lighthouse, où il avait fait, si je ne m'abuse, un court-métrage qui doit être disponible sur YouTube, qui est Hansel et Gretel, qui est en noir et blanc, avec pas de dialogue, enfin pas de son, c'est muet, où on a cet hommage total à l'expressionnisme allemand qu'on retrouve ici. Mais encore une fois, pour moi, c'est juste ça. C'est un beau film, C'est pas des assez belles concret. références, mais c'est creux. Il n'y a pas spécialement d'envie, d'idée. Même la fin, que je ne vais pas spoiler, pour moi, me laisse avec une impression un peu étrange où le film ne semble pas vouloir entièrement trancher la question. Alors, là, cette fois-ci, Lazare, c'est plus mitigé. Toi, tu vas rebondir en plus après tous les avis de chacun. C'est un peu toi qui va être celui qui va nous donner cette synthèse d'avis, j'espère. Non, après, moi, j'ai le mien aussi, hein, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que t'as pensé de ce film, de ce visionnage? Je sais que toi, tu t'attendais pas à énorme de Robert Egger, parce que tu t'aimes bien ce réalisateur déjà de base? 5 sur 10. Non, non. Attends, non. Fais pas ce genre de podcast, s'il te plaît. Robert Eggers, c'est genre j'aime bien The Northman. Je suis un peu moins client de ce qu'il a fait avant, mais je reconnais des qualités au gars. Et effectivement, dès l'annonce du projet, dès la première bande-annonce, j'avais call, j'avais tout à fait une idée en tête de à quoi ça allait ressembler. Et c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Franchement, ni plus Donc ni déjà moins. pas Il y de a le surprise. tir, en fait, j'avais pas de surprise. Le film se déroule un peu comme ça. Et pour un projet qui tient particulièrement à cœur à Robert Eggers, je trouve qu'avec un rajout d'1 heure supplémentaire, je vois pas exactement ce qui l'intéressait particulièrement. J'arrive pas à le saisir, mais c'est une vraie question en fait. Oui. Genre, je comprends pas et surtout je ressens pas quelque chose de viscéral. J'ai pas l'impression qu'il met ses tripes dedans. J'ai l'impression qu'il met ses tripes quand il fait tous ses autres films, The Lighthouse et The Northman en tête. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de Ou The fort. Witch encore, dans une certaine mesure, The je trouve. Witch, ouais, mais peut-être un peu plus froid, un peu plus formel. Mais centré. Mais Parce que Nosferatu, justement, je te rejoins, je trouve que c'est un éclatement de propositions qui n'arrivent à rien en termes d'aboutissement. ouais, et puis ça manque vraiment d'humanité. Hein. Vous parlez des jeux qui effectivement sont très outrés. Moi, ça m'a fait penser à Possession. Oui. Là, vraiment le jeu, effectivement outrancier, mais par contre, là, je sais pas, ça manque d'humanité. On a du mal à se raccrocher à eux. Je trouve que quand il leur arrive quelque chose, on s'en fout. Je trouve. Et effectivement, je rejoins Alénie. À la fin, tu te dis bon, très bien, le film est terminé. Donc ouais, moi, c'est un peu ça que je lui reproche. Et voilà. Donc je m'attendais à ça. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. Effectivement, il y a des séquences, les séquences du château. Moi, je les trouve super réussies. Mais pareil, c'est très étonnant. C'est-à-dire qu'il va
la partie du château où pour moi je m'étais dit Robert Eggers va s'éclater, il va appliquer son esthétique à fond, mais en fait on en sort super vite. Donc j'ai un peu l'impression d'une occasion, d'un rendez-vous un peu manqué avec ce film. Je te rejoins là-dessus, la scène du château, je trouvais que c'était la plus efficace. De l'entrée au château. De l'entrée au château et ensuite évidemment le château en lui-même. Je trouvais quand même le rythme, le montage intéressant par rapport à ce qu'il avait à proposer, d'une véritable vision, puisque tout ce qui est autour de Lily Rose Depp et Aaron Taylor Johnson, puisque c'est un peu lui le personnage secondaire, on va dire, principal, parce qu'il y en a beaucoup, hein. D'ailleurs c'est le défaut du film, je trouve. Il y a trop de personnages sur lesquels on se concentre et qui n'apportent rien. Et je trouvais aussi ce qui était principalement efficace dans le film, c'est la ville, avec ce sentiment vraiment que la peste fait que tout le monde est dépassé par les événements, mais pas assez exploité. Pareil, toujours cette frustration de me dire c'est très bien d'avoir ça en main et se dire on a cette modernité enfin d'avoir des effets spéciaux potentiels pour faire une véritable ville en peste et c'est ce côté peut-être amas d'humains, le côté vraiment puissant de Nosferatu, sachant que je crois qu'il a quand même pas mal de budget, hein. On n'est pas sur un petit film d'horreur, même s'il ne doit pas être énorme, mais voilà. Et puis encore une fois, alors moi pour le coup la séance était affreuse. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça au cinéma. Alors je tiens à préciser, Nosferatu est l'un de mes films préférés de base de Murnau. Un film d'1h20 qui est pour moi un chef-d'œuvre de rythme qui peut se regarder encore aujourd'hui. Je vous le conseille fortement sur YouTube si vous jamais. C'est un film muet mais tellement bien rythmé que même aujourd'hui, il est beaucoup plus moderne que ce qu'a proposé Robert Eggers en 2024. Donc, tu peux te rhabiller Robert Eggers alors que je t'adore. J'ai adoré Northman, j'ai adoré Lighthouse, j'ai adoré The Witch. Je défends The Witch comme jamais d'ailleurs. Et là, il m'a déçu, mais à un point. Mais j'ai fait. Alors, si c'est ton projet passion, tes passions, tu te les gardes, parce que vraiment, là, on est sur un film d'une nullité où j'ai vraiment regardé et je le dis, là, je suis désolé, j'ai vraiment regardé des séquences de ce film où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ici ? La scène de Lily Rose Depp qui dit à son mari, prends-moi, je n'en peux plus. Vraiment, j'ai regardé, je me suis dit, quel est le propos féministe que tu as voulu mettre en avant si c'est pour sortir ce genre de bassesse d'esprit aussi ridicule sur les femmes. J'ai trouvé ça, mais alors vraiment cette scène-là, ça m'a détruit totalement, alors qu'il y a des super idées visuelles, ça je ne le retirerai pas, mais l'esthétique ne fait pas le contenu. Et là, Robert Eggers l'a prouvé encore une fois sur la modernité actuelle du cinéma d'horreur. Voilà, j'avais quelque chose à dire. Oui, Evan, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que tu nous écoutes et peut-être que tu as beaucoup de choses à redire. Ouais, mais c'est intéressant tout ce que vous dites, justement, notamment sur les personnages. C'est quand même marrant que vous ressentiez ça sur les personnages, alors que c'est en plus le film Nosferatu le plus long, qui dure quand même 2h10. C'est quand même une durée assez conséquente. Et en plus, il fait vraiment l'effort dans celui-là. Je dis l'effort, hein, ça peut ne pas marcher évidemment, mais de développer ces personnages secondaires qui sont quasi inexistants dans ceux de Murnau et de Herzog. Mais après, c'est vrai que ça passe ou ça casse parce qu'au final, ces personnages, on s'en fout un petit peu, ou en tout cas, ce sont surtout des fonctions, quoi. Oui, Lazare. Ouais, je trouve que c'est du développement de personnages au niveau scénaristique, mais je trouve que ça suffit pas pour les faire vivre et qu'on ait envie. C'est surtout ça en fait que je reproche. Et puis je voulais rajouter, j'avais quand même je m'attendais globalement à ce que j'allais voir, mais aussi parce qu'on parle de Nosferatu, mais quand même à la base c'est une histoire de droit. Nosferatu, il y a tous les films qui ont été faits sur Dracula, et donc je trouve que même vis-à-vis de Dracula, t'as vraiment l'impression d'avoir déjà vu ça. Oui. Parce que on tient à préciser, parce qu'au générique, il met bien en avant d'ailleurs qu'il est en train d'adapter le Dracula de Bram Stoker. Et ça se ressent d'ailleurs dans le film énormément, mais à tel point que c'est du déjà vu ridicule, parce que bon, encore une fois, pareil, Francis Ford Coppola en termes la haine. Ah non, mais moi j'étais en mode, mais qu'est-ce que fout ce film devant mes yeux ? Je ne vois pas l'idée de ce projet alors que tout a déjà été fait. Et mais t'as même pas payé ta place en plus. Si, j'ai payé ma place. Si, j'ai payé ma place, et j'ai payé la place de quelqu'un d'autre que j'aime particulièrement. Mais que j'ai vraiment déçu à emmener voir ce film. Donc voilà. Quelqu'un d'autre voulait faire un petit dernier mot, Lenny. Tu vas me rejoindre peut-être dans cette haine un peu trop viscérale. Ah oui, mais surtout, moi, ce que j'aimerais dire, c'est beau. On se rejoint dans notre haine mutuelle. Enfin, pour une depuis fois. Tout le temps. J'avais dit qu'il fallait que je me calme et qu'il fallait pas que je sorte tout ce que j'avais dans le cœur. Mais là, je pouvais pas me retenir, je suis désolé. Parce que encore une fois, j'ai beaucoup aimé la chronique d'Evan sur Nosferatu. Et ça m'a fait rappeler que véritablement, le Nosferatu de 1922, celui de Murnau, est un chef-d'œuvre, est un objet culte qu'on ne doit plus toucher. C'est fini. Arrêtons là-dessus. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde.
après ces envolées lyriques sur l'amour qu'on pose sur ces figures de vampires, on voulait aussi vous présenter un petit parallèle, entre guillemets, pour faire un petit historique sur ces figures incontournables qu'on représente encore au cinéma, mais qui ont été présentes donc en littérature et aussi dans la peinture. Aline, tu voulais justement nous faire un petit point dessus. Oui, exactement. Je trouvais ça intéressant justement de mettre en parallèle la figure que le vampire avait pu avoir au cours de l'histoire, notamment l'histoire de l'art. Je vais essayer de faire quelque chose de pas trop indigeste, donc je vous invite à vous concentrer, mais c'est hyper intéressant ce qui arrive. Donc à travers les siècles, l'image du vampire s'est transformée en passant de créatures terrifiantes et démoniaques à un symbole plus complexe et parfois séduisant, parfois même monstrueux. On va commencer au Moyen-Âge. C'est déjà assez lointain comme ça. Donc au Moyen-Âge, le concept de vampire n'était pas encore formalisé comme une figure mythologique distincte, mais il existait une forte croyance en la résurrection des morts, et en la présence des revenants. Dans l'art religieux, les revenants, les démons et les âmes errantes sont représentés, mais elles n'étaient pas nécessairement identifiées comme des vampires dans le sens moderne du terme. On y viendra plus tard. La Renaissance, avec son intérêt pour la science, l'ésotérisme et l'iconographie du corps humain, n'a pas encore exploré de manière significative les vampires en tant que figures distinctes, mais l'idée des revenants ou des démons apparaissent sous des formes symboliques dans l'art religieux et les peintures macabres. Les concepts liés aux démons suceurs de sang restent toutefois assez flous, souvent associés à des métaphores et à la damnation de la résurrection. On va passer au XVIIe ou XVIIIe. Au cours de cette période, la figure du vampire devient plus populaire, notamment en Europe de l'Est, où des croyants sont des créatures suceuses de sang comme le vampire. Toutefois, dans l'art de l'époque, les vampires n'ont pas encore l'apparence que nous leur attribuons aujourd'hui. L'époque baroque, elle, fascinée par les thèmes macabres, les artistes abordent les sujets de la mort et de la résurrection, mais la représentation d'un vampire spécifique est encore rare. Les vampires sont parfois associés à des figures démoniaques ou à des morts vivants dans l'art funéraire, mais leurs caractéristiques spécifiques comme la soif de sang ou l'immortalité ne sont pas encore figées visuellement. Au XIXe siècle, donc période romantisme et Renaissance, on arrive sur du vampire littéraire. Donc le 19e marque un tournant dans la représentation des vampires, notamment avec l'essor du mouvement romantique. L'art devient un moyen de faire ressentir l'ambiguïté du vampire, qui passe de monstre effrayant et figure tragique à fascinante. Cela est particulièrement influencé par des œuvres littéraires comme Le Vampire de John Polidori, sorti en 1819, qui popularise l'idée du vampire aristocratique, noble, mystérieux, parfois même séduisant, une figure bien loin du simple monstre. Cette évolution est encore renforcée par les poèmes de Lord Byron, figure emblématique de la poésie anglaise, où les vampires sont des figures charmantes, mais aussi corrompues et éternelles. Dans l'art visuel, des artistes comme Gustave Doré, célèbre graveur français, illustrent des scènes où la figure vampirique prend une allure sensuelle et mystérieuse. Le vampire devient un être à la fois humain et inhumain, un symbole du désir interdit et de la décadence, ce qui est particulièrement illustré dans les œuvres de la seconde moitié du XIXe. Les peintures de l'époque, elles, notamment celle de Henri Fuseli, ce qui est son nom anglais, pour des raisons évidentes, je ne prononcerai pas son nom d'origine, présentent des thèmes du désir, de peur et de l'étrangeté de l'immortalité. Ces œuvres abordent souvent la thématique de la séduction fatale et de la mort, des sujets qui résonneront plus tard dans la figure vampirique. On arrive à ma partie préférée, parce qu'elle nous rapproche de la chronique d'après. Le XXe siècle, le vampire, une icône populaire. Donc, au début du XXe siècle, les vampires s'immiscent dans la culture populaire, particulièrement avec l'adaptation cinématographique de Dracula de Bram Stoker, qu'on a parlé juste avant, puis dans le film Nosferatu 1922, donc Le Génial de Murnau. L'image du vampire devient celle d'une créature nocturne et menaçante, à l'apparence déformée, grotesque, loin du vampire aristocratique du 19e. Ce changement visuel s'inscrit dans un contexte de modernité où l'art s'intéresse de plus en plus à la monstruosité et à l'anxiété collective. Dans les années 80-90, des œuvres comme celle de Anne Rice avec les Chroniques des vampires, publiées à partir de 1976, et la célèbre série Buffy contre les vampires, devient alors une figure à la fois tragique, romantique et conflictuelle. Le vampire devient un être à la recherche de son humanité. Le vampire moderne, quant à lui, est une métaphore de la société contemporaine. Au XXIe, les vampires sont devenus des figures centrales dans la culture populaire et leur représentation dans l'art visuel se fait de plus en plus abstraite et symbolique. De nombreux artistes utilisent le vampire comme une métaphore pour explorer des thèmes tels que la dépendance, la consommation, l'immortalité ou encore l'isolement social. Eh bien, merci beaucoup Aline pour cette magnifique chronique. De rien. Un bel historique. Oui. Essoufflé après cela, c'est normal. Légèrement.
puisque évidemment avec ces figures aussi vastes et intéressantes, passionnantes, il y a plusieurs livres évidemment gothiques aussi autour de ces figures qui ne sont pas forcément que des vampires, mais en termes de films de vampires, on voulait quand même vous en présenter quelques-unes, des films peu connus, on va dire, entre guillemets, puisque je commence par Toi, Lazare. C'est un film qui n'a pas forcément eu son succès, il me semble, l'année dernière, en termes de sortie, mais qui semble plutôt intéressant, du moins sur un certain passage, on va dire, de Dracula, on va dire. Donc c'était le dernier voyage de Déméter, je crois. Ouais, c'est ça. Merci Aline pour ta chronique. Je vais commencer par un film claqué au sol, quand même. Le dernier voyage. Ah oui, d'accord, tu commences bien. Ouais, mais en fait, quand tu vas faire la même haine que moi. Tu vas y aller là. Non, j'ai pas de haine. Non, mais j'avais vu le pitch du film. Donc ça se passe. C'est le voyage en fait. En gros le déménagement de Dracula jusqu'à Londres. En fait, je trouve le passage. Je me suis dit, il y avait du potentiel. On est sur un bateau. C'est un huis clos, il y a un monstre. Dracula, il peut se transformer en tout ce qu'il veut. Franchement, il y a du potentiel. Donc j'ai vu le truc passer, je me suis dit, ça va être cool. Mais en fait, c'est tout pourri. C'est vraiment les poncifs du genre. En plus, il y a comment il s'appelle cet acteur Javier Botet. Je sais pas si vous avez vu le monstre. Évidemment. Vous avez vu Rec? Ah, le monstre tout maigre à la fin. Il fait plein de monstres oui. tout maigres. Et en plus, c'est André Ovredal qui a fait Trollhunter, moi que j'aime bien. Il y a une proposition. Gendo Identity, c'est vraiment plutôt pas mal. Ouais, un peu plus oubliable, mais il y a un truc. Voilà, je m'étais dit qu'il pouvait y avoir sur un malentendu, ça passait, mais en fait, pas du tout. Oui, Joshua. Il avait fait aussi un remake des Clubs des 5 aussi, Scary Stories, qui était existant. J'ai pas osé celui-ci. Vous connaissez bien sa filmographie, je vois que vous êtes en fait des fanboys absolus. Mais des fans qui en fait dézinguent à chaque fois ses productions, donc c'est pas très grave. Non mais voilà, et cette idée quand même du bateau, elle est exploitée, là où j'ai trouvé que c'était un peu intéressant dans l'épisode 2 de la série Dracula. Il y avait justement comme Dracula peut se métamorphoser, qui dans l'équipage est transformé en Dracula. Il y avait une petite proposition, mais avec les limites d'une série. Donc ça passe un petit peu à côté, mais tout ça pour dire que ce chapitre, je pense, il y a un potentiel, donc le créneau reste encore à prendre. Wow, ça c'est pour potentiellement de futurs cinéastes avec un minimum de talent, j'espère, ou d'inspiration et de vraie passion. Alors, la figure du vampire, c'est pas forcément, on va dire, obligatoirement quelque chose qu'on peut mettre en avant tel que, c'est-à-dire le monstre en lui-même. On peut aussi en faire des métaphores avec tous les thèmes autour de ce personnage. Justement, toi, Evan, tu voulais nous présenter un film qui est pas vraiment un film de vampire, mais qui s'y approche. Oui, tout à fait. Alors, je voulais parler de L'Enfant Miroir de Philip Ridley, sorti en 1990, qui effectivement n'est pas vraiment un film de vampire, à proprement parler en tout cas, et pas comme on l'entend généralement. En fait, déjà Philip Ridley, c'est quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de films. J'ai regardé, je ne savais pas du tout qui c'était, et au final, il se trouve que c'est surtout quelqu'un qui a écrit des bouquins. Donc peut-être que ça a pu avoir une influence quelconque, mais en tout cas, L'Enfant Miroir, en fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans une campagne américaine avec sa famille dans les années 1950. Et en fait, du jour au lendemain, ce jeune garçon est persuadé que sa voisine, enfin que la voisine, en tout cas à côté de chez ses parents, est un vampire. Et alors, en fait, donc la question du film, c'est pas tant si elle est un vampire. En tout cas, le film va pas essayer de prouver si oui ou non cette femme est un vampire, effectivement. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse dans ce film, c'est qu'en fait, le mythe du vampire, dans ce film, ne concerne plus un personnage ou une figure, comme ça peut être le cas avec Nosferatu, Dracula ou d'autres figures comme ça, mais plutôt des thèmes et des motifs universels. Et en fait, le jeune Seth, donc il s'appelle Seth, ce jeune garçon, et en fait, le jeune Seth perçoit sa voisine comme un vampire parce qu'elle symbolise dans le film des choses qui échappent à son raisonnement d'enfant. Donc par exemple, le deuil de l'être aimé, la vieillesse, l'approche de la mort, tous ces thèmes-là, ils sont présents dans ce film. Et donc ce jeune garçon n'accède pas complètement à ce monde des adultes. Il ne parvient pas à le comprendre pleinement, forcément. Et donc il le transforme symboliquement en mythe. Donc en l'occurrence ici celui du vampire, comme une sorte d'allégorie de la décrépitude, de la perte vitale, de l'impossibilité de grandir tout en conservant l'énergie du corps et de l'esprit, si je peux dire ça comme ça.
Donc je vais assez loin dans mon raisonnement, mais en tout cas, c'est un film qui est passionnant à analyser et qui, à mon avis, vraiment travaille cette espèce de mythe du vampire en l'intériorisant dans des thèmes, dans des motifs universels. Et finalement, cette voisine, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tant un vampire qu'une femme, finalement, en deuil et qui éprouve une profonde douleur. Et c'est peut-être à cause de ça que lui l'aperçoit comme un vampire. Et alors, un autre film, cette fois-ci, alors on a déjà discuté de ce film parce que je pense qu'autour de cette table, on a tous adoré particulièrement cette proposition qui est un premier et seul long métrage qui est celui, donc la proposition d'Aline. Pas n'importe quel film, encore une fois, c'est Vampire humaniste, chair suicidaire, consentant. Là, cette fois-ci, un film sur purement des vampires, mais qui devient des thèmes universels assez rapidement. Exactement. J'ai choisi de parler de ce film parce que déjà on a eu la chance de l'avoir au luxe avec la présence de l'acteur principal qui est Félix Antoine Bernard, si je dis pas n'importe quoi. Bénard, pardon. Non, Bernard, je préfère. Ouais, c'est non, Bénard, et qui d'ailleurs a été très gentil. Donc déjà, c'est un bon souvenir que je garde de séances de cinéma. Et pourquoi je voulais en parler aujourd'hui, c'est parce que par rapport à tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure comme figures vampiriques, les Nosferatu, les Dracula, etc., c'est toujours des figures assez, on va dire, qu'on va qualifier de monstrueuses, d'un peu vulgaires, d'un peu gore, horrifiques. Et donc là, je trouvais ça intéressant parce que la proposition de ce long métrage, elle s'éloigne de ces codes-là, justement, et elle laisse place à une autre forme de vampire, donc, qui est incarnée par, je l'ai oublié Sarah Monpetit, pardon. Sarah Monpetit qui va jouer donc cette vampire qui en fait est tellement a tellement de morale qu'elle en est bloquée en fait d'aller mordre et d'assouvir sa soif de sang. Donc c'est un peu original d'avoir ce parallèle entre vampire et humanité justement, qu'elle soit dans la nécessité de boire du sang et même dans son psychisme. Et elle va faire la rencontre donc de Paul qui est incarné par Félix-Antoine Bénard, qui lui est un humain, mais qui pour le coup se dit que voilà, peut-être que passer l'arme à gauche, ça peut être une éventualité. Et dans cette désillusion, ils vont se rencontrer et faire, on va appeler un échange de bons procédés, et s'en aller ensemble dans une épopée nocturne qui, je ne raconterai pas la fin parce que j'ai vraiment envie que plein de gens aillent le voir, mais qui va se solder avec des choses très intéressantes. Et la fin de ce film, je la trouve vraiment émouvante et convaincante. Donc je trouvais ça, voilà, c'est un film qui est très sensible et qui propose une nouvelle façon de voir les vampires. Et surtout, bizarrement, je trouve intéressant d'apporter une légèreté à un thème qui, dans le fond, on a aussi une notion de suicide, quand même, chez ce personnage de Paul. Et quand on regarde le film, je trouve ça intéressant de l'avoir avec une légèreté. Alors, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais presque avoir envie d'être à sa place. Dans le sens, dans l'épopée qu'il va vivre avec elle et dans comment il va se retrouver, en fait. Donc c'est... Parce qu'il y a un peu ce sentiment aussi du teen movie, voilà, limite, qui se ressent vraiment et qui est palpable dans ce côté émotionnel que le film met en avant. Ouais. Et ça le rend très... Enfin, c'est une proposition très touchante, en tous les cas, pour un film qui peut paraître, en fait, de genre et qui se retrouve être un drame passionnant sur des adolescents en quête d'identité. Donc, c'est vraiment... pour le coup, je crois qu'ici, on a toujours tous adoré et qu'on l'a limite regretté qu'il ne soit pas dans notre top 2024. Donc, bon, bah écoutez, merci beaucoup aussi pour cette proposition. On va pas passer au film de Joshua parce que j'ai pas envie. Non, je rigole. Évidemment, tu as le droit à ta petite proposition. Toi, tu es beaucoup plus série B déjà de base. Alors évidemment, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Un film de... Vampire. Bah bravo, franchement t'avais le thème toi. Bravo. Il fait pas du tout la transition avec ce qui était écrit, mais c'est pas grave. Attends, je présente mon film et après on fait la transition. Vas-y, fais ta Non mais je voulais faire au début puisque t'avais écrit très bonne série B. Bah oui, c'est vraiment tes premiers mots. Hein. Bah oui, je sais. Alors moi je vais parler de 30 jours de nuit. 30 jours de nuit. Oubliez tout ce que vient de dire Aline sur les vampires, une zone grise. Il fait nuit en Alaska pendant 30 nuits, ce qui arrive dans beaucoup de villes en fait, dans le pôle Nord, beaucoup aussi en Laponie et tout. Et c'est une petite ville qui a rien demandé, et tout d'un coup débarque une bande de vampires qui dit chouette, on a 30 jours pour manger. Illimité, ils peuvent pas dormir, le pitch est super simple. Et c'est vraiment en fait une bonne série B, excusez, vraiment bien produit, et il arrive bien à mélanger entre l'action et l'horreur. Parce que même si c'est une grosse production, bah en fait le film est plutôt violent. Il y a de la décapitation, il y a du chasse-neige, du lance-flamme, il y a tout ce qu'il faut. Ça dure peut-être un peu trop longtemps, mais c'est parce qu'il dure presque 2 heures. C'est un peu abusé. Mais c'est vraiment un super film et je trouve qu'il n'est pas assez connu avec Josh Hartnett. Voilà, c'est... Oui,
Ça dit quand même les couleurs du film. Voilà, exactement. Mais en parlant de couleurs, la photographie du film est vraiment super parce que ils ont vraiment tenu à tourner de nuit. Et du coup, tout le film était intégralement tourné de nuit. Et vu que ça se passe en Alaska, vraiment dans le froid, donc les acteurs avaient vraiment froid, ils faisaient souvent moins 10, moins 15 pendant le tournage. Et la couleur de la nuit est super parce que ça se joue vraiment sur l'obscurité, sur le noir, avec juste le visage des gens très blancs qui en ressort. Il y a vraiment des super jeux de lumière très chouettes et beaucoup de sang sur la neige. Et c'est ce qu'on aime, franchement. Voilà, simple, net, efficace, des films de vampires qui attaquent. Et ce film n'a pas été un grand succès à l'époque, mais a été beaucoup remarqué, notamment le réalisateur David Slade, qui plus tard s'est dit « T'as fait un super film de vampire, viens faire Twilight 3 ». Ce soir, j'ai préparé des paupières de dinde. C'est fin, ça se mange sans fin. C'était Funnel of Love, donc tu peux me rappeler la BO précisément de quel film c'était, Lazare ? C'est la BO de Only Lovers Left Alive Oui, de Jim Jarmusch. J'allais sortir une grosse bêtise, j'allais dire Only Murders in the Building, et je me suis dit non, ça c'est une série. Bah, il y a le Only en fait qui me perturbe. Et tout de suite, on va sur la carte blanche d'Aline sur un film, et là on te laisse toute seule dessus puisqu'on ne te soutient pas forcément dans ses choix artistiques. Qui fait que ça sera ma dernière émission parce que le film que je vais évoquer, enfin du moins la saga que j'aime à qualifier de chef-d'œuvre du 7e art, n'est autre que Twilight. Donc je pense et j'espère que toutes celles et ceux qui nous écoutent connaissent. Sinon, je vous invite à vous enfermer toute une nuit pour regarder. C'est possible. Donc c'est un phénomène culturel qui a touché plusieurs aspects de notre génération. Quand je dis notre génération, c'est principalement la mienne, donc à savoir que j'ai 25 ans, donc on va dire la Gen Z, comme on dit maintenant. Notamment nos goûts en matière de littérature, de cinéma, de relations amoureuses et de culture populaire. Donc, dans un premier temps, l'influence sur la culture littéraire et cinématographique. La saga Twilight a joué un rôle clé dans l'essor de la littérature young adulte au début du 21e. Elle a contribué à populariser un genre spécifique mêlant romance paranormale, fantasy et drame adolescent. Pour une grande partie de la génération Z, Twilight a été leur premier contact avec ces genres, j'en suis la preuve incarnée. En particulier, la romance avec des créatures surnaturelles et a cultivé un goût pour des histoires mêlant fiction et émotion intense. Les acteurs principaux, donc Robert Pattinson, Kristen Stewart et Tyler Lautner, qui, soit dit en passant, est né le même jour que moi, c'est-à-dire le 11 février, sont devenus des icônes de la culture populaire. Les normes et idéaux amoureux que les personnages nous incarnent sont des archétypes d'amour absolu et idéaliste, souvent marqués par des dilemmes émotionnels et des sacrifices extrêmes. Cela a créé une génération de jeunes qui, dans une certaine mesure, ont pu idéaliser des relations amoureuses parfaites, parfois au détriment de la réalité. Le personnage d'Edward, qui est mon préféré, j'espère que tout le monde est team Edward. Tout le monde est team Edward ? Ouais, à fond. Je te remercie Marion, c'est important d'avoir son soutien. Merci les filles derrière. Donc le personnage d'Edward particulièrement est parfois perçu comme une figure à la fois protectrice et possessive, ce qui a mené à des débats sur les limites entre la passion amoureuse et des comportements potentiellement malsains. Je rejoins un petit peu cet avis, cependant, ayant grandi avec et ayant un amour pour Edward Cullen, j'avoue que je fais un peu de table rase de ça. Bien donc le modèle de la féminité et de l'identité par contre que Bella va nous proposer, bien qu'elle soit souvent critiquée par son manque d'initiative et de caractère, elle est néanmoins devenue un modèle d'identification pour de nombreuses adolescentes, représentant une certaine quête d'identité. Bella est également l'incarnation d'une héroïne souvent passive, mais qui, au fil des livres ou des films, trouve sa force intérieure, devenant finalement une figure maternelle et une figure de pouvoir à sa manière, donc en devenant vampire et en choisissant sa propre destinée. Femme de pouvoir comme on les aime. Le rôle des thématiques de l'immortalité et de l'individualité est également intéressante, puisque c'est des thèmes récurrents qui sont dans la saga Twilight vraiment bien présentés, je trouve, et qui résonnent profondément avec notre génération qui, je pense, en tout cas, peut-être qu'autour de la table, si vous en faites partie de la génération, vous pouvez me dire, mais je trouve qu'on est souvent confronté à des questions existentielles sur le sens de la vie, l'avenir et l'identité. Et mine de rien, cette saga, on en pense qu'on veut, mais elle est quand même plutôt intéressante là-dessus. Oui, et Joshua, tu voulais faire un petit commentaire sur ta saga préférée, toi aussi ? Plus grande saga du cinéma. D'accord. T'as été payé ? T'as été payé pour ça ? Il a hésité. J'ai même pas été remboursé. Ah ouais. Je parle à quelqu'un, il sait très bien de ce que je veux dire. Ouais. Merde. Oula, apparemment il y a des histoires entre vous. On en reparle après. Ouais, là. Non, mais ce qui est aussi intéressant à voir avec Twilight, c'est que c'est une saga vraiment des années 2010 et elle ressemble vraiment au blockbuster typique des années 2010. Ça ressemble vraiment à du Marvel.
avant même l'heure parce que t'as vraiment la baston finale. Attends, dans un champ c'est d'essai. un point positif, ça? Bah, c'est avant Marvel. Présente mieux. D'accord. C'est une saga qui a révélé plein de talents. Ça a révélé Freddie Mercury, Batman et Lord Didi. T'aurais pu juste dire Robert Pattinson, moi ça me va très bien hein, aujourd'hui. Et franchement, rien que pour ça, on la remerciera pas assez. Et en Non. fait, il y a un côté où même Lazare a failli rester quand on a lancé le marathon Twilight. Ça. Non, Oula, mais c'est vrai. voilà. Parce que, C'est vrai que précise- c'était fascinant. C'était fascinant. ils ont fait une nuit de ce que j'ai compris Twilight, donc c'est pour ça. Et Lazare devait juste initier apparemment la soirée, mais et a potentiellement hésité à rester. Ouais, j'ai vu les 10 premières minutes et j'ai failli me laisser emporter par la poésie, Non, la mais- superbe de ce film. Ouais. Bah. Mais voilà, vous êtes resté quand même enfermé 10 heures dans une pièce. Ils sont plus les mêmes hein, maintenant. hein. Ah bah non, je vois qu'ils sont matrixés. Franchement. Donc, Cette saga, elle est extraordinaire parce qu'elle est tout le temps drôle. Mais Oh la vache. excusez-moi, j'ai un En regard. fait, c'est devenu un débat sur Twilight. Là, c'est même plus devenu une carte blanche. Alors, c'est que des red flags. Tous les personnages ne sont que des red flags. Mais en fait, c'est fascinant de voir comment dans un petit village des États-Unis, il peut y avoir des loups-garous. Petit village qui s'appelle Forks, en fait. Il a voilà. un nom, ce petit village. Fourchette, voilà, un village de Fourchette. Là-bas, j'étais vraiment pour le défendre. Parce qu'en fait, c'est vraiment une saga à regarder qui est vraiment Eh ben, super là, t'es fun. pas parti pour la défendre. Là. Là, tu nous fais tout le contraire. T'es en train de dynamiter une chronique entière. Vraiment, on va s'expliquer hors caméra. Le mec était quand même prévu pour dire non, mais attends, j'ai un petit message de soutien. Le mec, en fait, il est en train de désinguer sa Mais pote. n'empêche, si on veut rire, au moins Stéphanie Meyer avait plus d'idées pour réinventer le vampire que Robert Eggers sur Nosferatu. Ah, là, tu fais le lien, bravo. Et oui, car il y a des vampires boules à facettes et ça fait plaisir. Oui, oui. Non, mais C'est la Pologne. Bah, merci beaucoup, Aline, en tous les cas, pour cette Mais carte vraiment, blanche je dynamitée par recommande Joshua. je recommande les gens à regarder parce qu'en vrai, c'est vraiment un blockbuster placé nul parce qu'à chaque fois on les défonce plus que les autres alors que c'est pas plus nul que du Marvel. Voilà. Ouais, franchement, à chaque fois, tu défends Stylé. tes. Trop bien, non Ouais, tu défends coup-ci, coup-ça. Hein. C'est fin, ça se mange sans fin. Eh bien, merci à tous, en tous les cas, pour ces chroniques proposées et ces avis, alors là, pour le coup, qui ont été passionnés hein, sur plusieurs films, plusieurs sagas de vampires. J'espère que ça vous a plu, cette émission. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. On est sur YouTube aussi, où techniquement, nous sommes apparemment filmés. Je ne comprends toujours pas pourquoi, puisque le titre de l'émission, c'est « On n'est pas filmé, c'est pas pour rien ». Mais nous avons aussi eu donc quelques shorts hein, récemment, donc vous pouvez regarder, vous pouvez soutenir, ça nous fera toujours plaisir. Et évidemment, en réécoute sur lastationb.fr. Je te remercie en tous les cas pour ton retour, Lazare, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. En tout cas, plus chaud qu'un vampire, j'ai envie de dire. Le lien. Et bah, wow, c'était splendide. Quelle Ouais. fin d'émission. Ah oui, oui. Ouais, en vrai, j'ai l'impression qu'on a été exhaustif sur les vampires en long, en large, en Ah là, travers. on a fait de tout là. Il y a trop de cartes blanches d'Aline, à peu près. Oh. Mais, Mais merci beaucoup Aline justement pour cette passion que tu sais partager aussi comme il se doit, même si je pense que certains avis ont été modifiés, que certaines personnes t'ont trahi en direct là à la radio, ça fait du mal de voir ça, mais merci, on te soutient quand même. Bah, je vous Team- remercie, mais Team Edouard, Team Edouard, je te remercie. j'ai croisé. C'est pas grave, juste je reste sur Team Edouard et je trouve ça vraiment moche la trahison de Joshua, puisque à savoir que dans les coulisses, par message, il me soutenait sur ma chronique et il voulait intervenir. Il s'est même battu pour que cette chronique existe. Oui, oui, Donc oui. méfiez-vous des apparences avec Joshua. Ah bah oui, comme dirait Secret Story. Merci Exactement. beaucoup Joshua aussi Et- pour ces trahisons que tu nous proposes. Tu Y a pas de proposes mal. plus que en fait du cinéma ici. Tu proposes de l'émotion, de l'humanité. Et quelque part, on avait dit 2025, c'est l'année où on retire la haine et en fait, tu n'es qu'une boule de haine. Mais je suis pas du tout une boule de haine parce que je sais pas, j'aime bien Twilight, mais Oui. il faut que je fasse encore mon chemin. Ouais, J'y ouais, suis ouais. fan que depuis 2 mois. J'ai encore. Ça commence à se voir que Il y a non. encore un truc répulsion. Je suis pas encore dans l'acceptation, Aline, et je veux que tu m'aides à passer le cap de l'acceptation. Oh, c'est beau. Il y a Exactement. tout un processus qui va arriver. J'espère qu'il y aura une évolution dans On n'est pas filmé. On verra Pour ça. René Smé. C'est pas pour moi que je le fais, c'est pour René Smé. Bah, en tout cas, merci beaucoup Joshua. Et puis merci beaucoup Evan aussi pour ces chroniques. C'était vraiment aussi passionnant sur Nosferatu. On tient
le préciser puisque tu l'as vraiment bien parlé en long, en large, à tel point que tu m'as convaincu de dire que Robert Eggers a fait complètement de la merde. Alors que c'est vraiment pas ce que je voulais faire en plus. Mais non, mais du coup tu m'as convaincu sur autre chose. Décidément, là c'est la journée des contraires. Hein. Merci beaucoup en tous les cas pour ta proposition. Merci, le plaisir est pour moi. Et merci Lenny et Zéphyr hein, qui ne sont pas au micro mais qu'on remercie évidemment chaleureusement. Ah, Lenny veut faire un petit merci. Oh, pourquoi est-ce qu'on perd notre temps à écouter des gens qui parlent encore de Twilight aujourd'hui ? Oh là 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 là, lui, s'il parle pas de catch, de toute façon, voilà, donc... ça peut parler de catch aussi, Aline, tu vois ? T'es en train de peut-être attaquer... J'attends voilà. l'émission spéciale catch. Ah, tu vois ? T'es en train de critiquer potentiellement tes prochains alliés. Je ramènerai ma ceinture WWE. Ah oh ! Et on aura un match en direct. Là, le fight est lancé. Aline versus Lenny. Là, ici, sur On n'est pas filmé. Vous n'êtes pas prêts, on est en train de casser le studio. Merci beaucoup, Marion. Alors, elle voulait faire une petite chronique, Marion, tout à l'heure, puisqu'elle est passionnée d'histoire, de lieux insolites, puisque je sais que toi, les châteaux transylvaniens, c'est vraiment ta passion, en soi, plus que même la radio. Oui, entre autres, moi j'avais vraiment l'intention de vous faire 10 minutes sur le Vampire State Building. Voilà. Waouh, bravo pour ce jeu de mots quand même. Ça se sent que c'était préparé. Hein. Ah, 2025, l'année du jeu de mots. Hein, oh, pas mal, ouais. Ok, bah écoute, encore merci pour cette régie. Tu as été évidemment exemplaire à chaque fois. Évidemment, on vous conseille d'aller voir Nosferatu potentiellement à l'Amphidore le 21, si je me trompe pas. 28 ou 21 21, j'avais dit la bonne date, Lazare se trompe complètement. C'est pas très grave. Évidemment, encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre. Merci pour le soutien et surtout, n'oubliez pas de regarder des films. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et où est-ce qu'il est ce con